Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Cette fois-ci, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir une invitée très spéciale, très particulière, qui a eu la gentillesse et la bienveillance d'accepter notre invitation pour parler d'un sujet qui est malheureusement galvaudé, même trop banalisé, mais qui n'a jamais été suffisamment bien expliqué dans ses profondeurs. Nous allons parler de l'affaire Boualem Sansal, dont le procès en appel vient de se dérouler à la Cour d'Alger le 24 juin dernier. Boualem Sansal, écrivain franco-algérien sur lequel on a tout dit. On a tout dit, mais peut-être pas l'essentiel. Jusqu'où ira la France pour le défendre? Et est-ce que c'est à la France de le défendre uniquement? Est-il algérien? Est-il français? Est-ce que c'est le seul problème dans les relations franco-algériennes? Si Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, refuse de le gracier le 5 juillet prochain, que va-t-il se passer dans les relations entre l'Algérie et la France? Et quelle est la vision des défenseurs, des véritables défenseurs de la cause de Boualem Sansal, des relations, des problématiques et des causes des tensions qui caractérisent les relations algéro-françaises? Je rappelle, depuis pratiquement une année, à la fin du mois de juillet prochain, nous allons célébrer le triste anniversaire d'une année de crise politique et diplomatique entre l'Algérie et la France. C'est inédit depuis l'indépendance du pays, depuis la fin de la guerre d'Algérie, la guerre de l'indépendance. Cette invitée spéciale s'appelle Madame Noël Lenoir. Madame Noël, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour votre courage et votre lucidité. C'est très compliqué, c'est très rare que des personnalités françaises acceptent de parler à des opposants algériens, alors qu'on n'est que des journalistes, parce que ça pourrait froisser encore davantage le régime algérien. Merci d'avoir eu ce geste envers nous. Je ne suis pas du tout là pour froisser le régime algérien. Comme vous l'avez dit, je suis là pour parler de Boualem Sansal. Mais je voulais vous féliciter pour vos émissions, parce qu'elles sont très objectives, ne sont pas du tout agressives, et aussi elles sont très pédagogiques. Et je pense qu'aujourd'hui, la population algérienne, comme les Européens et les Français en particulier, ont besoin d'un langage de vérité. Donc c'est pourquoi je suis là, à la fois parce que le sujet est grave et important, et même historique, mais aussi parce que je pense que vous faites un très bon travail, même si, à tort à mon avis, vous êtes considéré comme un opposant. Je pense que plutôt, vous êtes là pour appuyer votre pays et le peuple algérien. Alors, Madame Noël Lenoir, je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires européennes de 2002 à 2004. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui, une ancienne ministre française qui a été dans les arcanes du pouvoir. Je rappelle que vous avez été aussi, surtout, membre du Conseil constitutionnel, excusez du peu, de 92 à 2001. Il y a longtemps. C'est longtemps, mais c'est quand même pendant longtemps, je suis la seule survivante de cette époque, puisque j'ai récemment fait l'éloge funèbre du dernier collègue encore vivant. Et donc, je cherche quelqu'un, si vous voulez bien, pour faire mon prochain éloge funèbre. Non, on vous souhaite une très longue vie encore. Et vous êtes en excellente santé. Votre humour, d'ailleurs, et votre joie de vivre en témoignent. Vous avez été maire aussi. J'ai été maire d'une commune dans le Val d'Oise. De Val d'Oise. Donc, vous êtes passé par toutes les étapes de la vie politique, dans la magistrature, dans la justice. Vous êtes aujourd'hui avocate. Et surtout, vous êtes la présidente du comité de soutien ou de défense de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, il faut indiquer que je suis une des seules ou une des rares au sein de ce comité, enfin des instances dirigeantes de ce comité, à ne jamais avoir rencontré Boualem. J'avais lu ses ouvrages, j'aime énormément son style et j'aime beaucoup sa veine qui est très ouverte et qui est c'est un langage de civilisation. Ça m'a beaucoup plu, mais je ne l'ai jamais vu. Et quand on m'a demandé, quand Arnaud Benedetti, qui est le créateur de ce comité de soutien, m'a demandé de le présider, j'ai dit oui avec enthousiasme et sans une seconde d'hésitation. Alors, je pense que la première question qui s'impose est de comprendre votre ressenti, comment vous avez vécu le dernier épisode judiciaire de l'affaire de Boualem Sansal, à savoir le procès en appel à la Cour d'Alger du 24 juin dernier. Le verdict, c'est le 1er juillet. On a vu des comptes rendus des personnes qui ont assisté, notamment ça a été publié dans Marianne, dans Le Point. Nous avons déjà fait une émission là-dessus pour résumer un peu le dialogue que moi, personnellement, j'ai qualifié de lunaire et d'hallucinant entre la juge et l'écrivain Boualem Sansal. Comment vous l'avez vécu, vous, personnellement? Quelle est votre perception de cette dernière séquence de l'affaire judiciaire Boualem Sansal avant d'entrer dans le vif du sujet? Alors, il y a le plan humain et il y a le plan du droit. Sur le plan humain, je dois dire que j'ai été très émue de voir la souffrance de cet intellectuel de 80 ans, malade,
en face d'une présidente de tribunal, je pensais que les femmes avaient un peu plus d'humanité, mais ça n'a pas été le cas, qui effectivement, vous avez raison, posait des questions lunaires. C'est-à-dire que ce qui est reproché finalement à Boualem, c'est ce qu'il écrit et ce qu'il dit. Ce qui est le propre d'un intellectuel, d'écrire et de dire ce qu'il pense, puisqu'elle est même allée jusqu'à lui demander « Est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous écrivez ?» C'est-à-dire qu'on avait un petit peu l'impression qu'on était dans un procès stalinien où on demande aux accusés de s'auto-incriminer, de dire que non, ils se sont trompés, etc. Et je trouve que ce qui a été révélé à travers cet interrogatoire, c'est qu'en réalité, contrairement à ce qui est indiqué, c'est bien sa liberté d'expression qui gêne. Or, je rappelle que moi j'appartiens à la patrie de Voltaire, comme c'est le cas aujourd'hui de Boualem, puisqu'il est franco-algérien, donc français, et Voltaire a dit, dans cette phrase fameuse qui lui est en tous les cas attribuée, « Je n'aime pas du tout ce que vous écrivez, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez la liberté de le dire. » Et c'est ça, la liberté d'expression, qui est d'ailleurs inscrite dans la Constitution algérienne, qui est considérée par la déclaration de la Révolution française de 1789, et je cite, entre guillemets, « le bien le plus précieux de l'homme ». C'est-à-dire que sans liberté d'expression, il n'y a pas d'humanité. Et c'est ça qui est en cause. Alors, en tant qu'ancienne magistrate, vous êtes magistrate, vous faites du droit, vous êtes avocate, membre du Conseil constitutionnel. Est-ce que, constitutionnaliste, etc., est-ce qu'il est normal, est-ce que vous avez déjà vu dans votre carrière, vous avez voyagé, j'imagine, à travers beaucoup de pays, à travers le monde, on en a parlé une fois avant de faire cette interview, qu'une juge, on est en 2025, demande à un écrivain pourquoi vous avez écrit tel ou tel passage, pourquoi vous n'écrivez pas autre chose. Est-ce que ça là, relève du droit? Est-ce que c'est normal qu'en 2025, qu'une juge interroge un écrivain sur ses propres écrits? Alors, c'est une très bonne question, parce que parfois, mes amis algériens, j'en ai qui ne sont pas forcément opposants ou qui ne font pas de politique ou qui n'ont pas d'expression politique, me disent « Mais pourquoi tout ce ramdam? Pourquoi tout ce bruit ?» Eh bien, vous avez la réponse dans votre question. Jamais, dans l'histoire de France, jamais, il n'y a eu de prisonniers à l'étranger, de Français, ici c'est un intellectuel surtout francophone, avant d'être français, jamais il n'y a eu de prisonnier qui a été détenu et incriminé, surtout pour des charges qui sont l'atteinte à l'unité nationale ou au territoire national, simplement par sa pensée, par la liberté de sa pensée, qui n'est peut-être pas exactement dans la ligne de la politique gouvernementale algérienne, mais qui est sa pensée et qui, en plus, et là je voudrais le souligner, qui marque un amour du peuple algérien et un amour pour son pays, et pas seulement pour le nôtre, pour la France, pour ces deux pays, qui fait qu'il met en alerte. C'est ça. Il dit attention, la haine est au bout du chemin et on ne peut pas tomber dans la haine. Et je crains qu'avec ce qui se passe actuellement, eh bien finalement, c'est une grosse erreur historique que fait le pouvoir algérien de considérer que c'est un geste qui marque dans les rapports de force sa supériorité, sa domination. Non, non. Je peux vous dire, et encore à midi, que grâce ou à cause de cette détention qui n'a aucune raison d'être, eh bien, il y a des manifestations et il y a des articles en Italie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, plus que dans les pays anglo-américains, c'est vrai, mais même aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, et ça c'est très difficile de faire comprendre cela parfois à nos interlocuteurs en Algérie, c'est qu'il y a une force politique qui s'appelle les intellectuels, et notamment en France. Comme vous le savez, les intellectuels, ce sont des gens qui pensent, qui écrivent, qui sont parfois en opposition avec le pouvoir en place, mais qui ont une force politique considérable. Et c'est le cas pour la France. Les intellectuels, pour nous, c'est identitaire. C'est pourquoi on attend la libération de Boualem, mais si elle ne vient pas, eh bien le mouvement va s'amplifier considérablement. Alors justement, on va parler après, on va expliquer l'attachement à Boualem Sansal, est-ce qu'il est plus français ou algérien, est-ce qu'il est les deux, on va en parler après. Mais j'ai l'impression quand même, Madame Lenoir, qu'il y a eu une petite démobilisation récemment, et que
certains milieux liés au pouvoir français auraient reçu des assurances de la part du pouvoir algérien et des rumeurs ont circulé affirmant que c'est bon, Boualem Sansal sera libéré le 5 juillet après le jour de la fête de l'indépendance du pays, à travers une grâce présidentielle. Mais vu comment ce procès en appel s'est déroulé, on a quand même vu un acharnement, on a vu la même dureté, la même sévérité, un procureur qui reproche tout à Boualem Sansal. Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de naïveté du côté français à croire des promesses formulées par des messagers non identifiés dont on ne sait même pas si vraiment ils sont des envoyés spéciaux attitrés du régime algérien en France ou pas? Est-ce qu'il y a eu vraiment une promesse de la part des autorités algériennes? Est-ce que vous, en tant que comité de défense et de soutien de Boualem Sansal, vous êtes en contact avec les institutions françaises? Est-ce qu'on vous a dit, ne vous inquiétez pas, on a un début d'espoir, on nous a promis qu'il va être libéré le 5 juillet? Ou est-ce qu'il s'agit juste d'une spéculation, d'un fantasme, et peut-être le 5 juillet, on pourrait se réveiller avec la gueule de bois? Alors, il est vrai qu'au plus haut niveau de l'État, alors je n'ai pas contrôlé directement, mais je pense que le président de la République considère qu'il y a des assurances. Le gouvernement français, de manière générale, nous a fait savoir qu'il avait des assurances suivant lesquelles, ou une peine de 7 mois de prison, détention provisoire, donc ferme, le reste sous forme de sursis, de peine de sursis, ce qui ferait que c'est ce qu'on appelle couvrir la détention provisoire, il pourrait sortir, ou il y aurait une grâce présidentielle, comme vous venez de le signaler, le 5 juillet. Je crois qu'au plus haut niveau de l'État, c'est les assurances qu'on croit avoir obtenues, ou on fait semblant d'avoir obtenues, ou on aurait obtenu, je n'en sais rien, mais c'est le message qui nous a été transmis. Alors nous, on est un peu comme saint Thomas, c'est-à-dire que saint Thomas ne croyait que ce qu'il voyait. On garde espoir, on n'a pas le choix de ne pas avoir espoir. Et on pense que le président Tebboune et le pouvoir algérien, en règle générale, auraient quand même intérêt politiquement à se débarrasser de ce que j'appelle, sans aucune volonté et connotation péjorative, un peu une patate chaude. Quel est l'intérêt politique? Quel est, du point de vue de l'impact sur les Algériens en France, ou de l'impact sur le peuple algérien, de la détention d'un monsieur qui a 80 ans, qui a écrit des bouquins, qui est malade, qui est atteint d'un cancer, et que même M. Mélenchon, qui est un soutien, je dirais, acharné du pouvoir algérien et en règle générale des pays arabes, même M. Mélenchon n'a pas osé dire qu'il était contre la libération de Boualem Sansal. J'ai vu une vidéo récente à la télévision où le journaliste lui dit « Alors, est-ce que vous êtes pour la libération de Boualem Sansal ?» Il répond « Oui, bien sûr ». C'est-à-dire que, du point de vue politique, c'est totalement contre-productif. Et moi, je crois, non pas dans l'humanité, spécialement des responsables politiques, mais je crois quelquefois qu'ils ont une certaine rationalité. Quel est l'intérêt politique de cette détention? Elle est nulle. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a peut-être une baisse de mobilisation, c'est-à-dire on ne veut pas froisser, etc., au niveau du pouvoir, mais il n'y a pas du tout une baisse de mobilisation au niveau du terrain. Et nous, tous les jours, nous sommes contactés tous les jours par des mairies, même des villages de 1000 habitants, qui veulent faire une manifestation pour Boualem Sansal. Vous savez, les peuples, ils ont besoin d'avoir une cause. C'est une cause historique. C'est un peu comme l'affaire Dreyfus en France. Je regrette de dire ça, mais c'est une cause qui mobilise énormément et qui va continuer de mobiliser toutes les générations. Pourquoi? Parce que la liberté de penser, c'est quelque chose qui est non négociable. Alors, justement, si ces assurances s'avèrent être une tromperie, un piège, un mensonge ou une simple désinformation, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que les autorités françaises pourraient faire réellement, concrètement, si Boualem Sansal n'est pas libérable, n'a pas été libéré ou remis en liberté? Alors, d'une part, si c'est le cas, compte tenu du message qui nous a été passé via le haut lieu, si je puis dire, ce serait quand même une gifle pour le président de la République française. Ce serait quand même un camouflet personnel du pouvoir algérien à l'encontre d'un ami de l'Algérie qui s'appelle le président Macron. Et ça, c'est quelque chose qui serait une fracture peut-être encore plus grave que le rappel
de l'ambassadeur d'Algérie en France, suivi pour d'autres raisons du rappel de l'ambassadeur français en Algérie, ce serait vraiment une fracture dans ce qui est quand même une histoire absolument invraisemblable et pour laquelle on n'a trouvé personne qui la justifie, sauf politiquement, mais en réalité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y aurait à en tirer les conséquences qui s'imposent. Alors les conséquences qui s'imposent, il y a beaucoup de leviers. Nous avons saisi l'Union européenne, le comité de soutien. Pourquoi ? Parce que le gouvernement algérien a refusé, ce qui est quand même unique, la protection consulaire, c'est-à-dire la visite par un agent du consulat de France pour vérifier l'état de santé de ce malheureux vieillard qui est mince et qui a une santé extrêmement fragile, pour vérifier qu'il n'a pas trop de chances de mourir en prison. Et donc là, puisqu'il n'a pas eu droit à la protection consulaire française, bien qu'il soit français, ça n'est pas reconnu par le pouvoir algérien, mais il est quand même français, du point de vue non seulement français, mais du point de vue international, puisque la protection consulaire, c'est quelque chose qui est prévu par une convention internationale, je ne sais pas si elle est ratifiée, je n'ai pas vérifié, par l'Algérie, qui s'appelle la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Et donc la protection consulaire d'un pays dont vous avez la nationalité, même si vous avez la double nationalité, c'est un principe du droit international public. L'Algérie a ratifié la Convention de Vienne, je vous l'assure. Bon. Les deux conventions sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires. Mais l'Algérie ne considère pas Boualem Sansal comme français. C'est ça le comble de l'histoire. Oui, donc c'est une violation du droit international public. Justement, alors, vous dites quoi aux dirigeants algériens qui refusent de considérer Boualem Sansal comme français et qui disent que c'est une affaire algéro-algérienne et que c'est un Algérien qui répond d'une infraction qu'il aurait commise devant la justice algérienne? Et qu'est-ce que vous répondez aussi à ces dirigeants algériens qui disent « Nous, on ne comprend pas pourquoi les autorités françaises font de Boualem Sansal une affaire d'État. Qu'il soit un intellectuel populaire, c'est compréhensible, mais qu'il soit une condition sine qua non pour normaliser les relations entre l'Algérie et la France, les dirigeants algériens semblent ne pas le comprendre. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est devenu une affaire d'État qui se pose sur la table des négociations entre deux États pour régler leurs problèmes bilatéraux. » Vous leur répondez quoi ? Alors, je leur réponds d'abord que c'est une violation du droit international public dont se réclame constamment l'Algérie. Et je leur dis également que, bon, moi je ne suis pas M. Macron et je ne me présente pas aux prochaines élections. Mais il y a quand même, dans ces conditions, une vraie question posée par la double nationalité des Algériens qui ont acquis la nationalité française. À ce moment-là, puisque être français, c'est un chiffon de papier, être algérien, c'est un chiffon de papier. Et moi, dans ces conditions, je dirais que les franco-algériens doivent choisir désormais entre la France. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt, dans ces conditions, de reconnaître que des Algériens en France puissent se faire naturaliser français. Je crois qu'il faut poser une question sous l'angle d'un principe autre de droit international public qui s'appelle la réciprocité et qui est inscrit à l'article 55 de la Constitution française. Mais enfin, on ne va pas rentrer dans les polémiques. Ça peut avoir des répercussions aussi graves que celle-là. C'est-à-dire que l'affaire Boualem Sansal peut carrément remettre en cause certains principes fondamentaux des relations entre les deux pays. Alors moi, je ne suis pas politique et je ne veux pas du tout interférer dans la politique. Moi, je défends un homme et une idée qui est celle de l'absence de sanctions pour l'expression libre d'un homme qui, en plus, est un intellectuel et n'a aucune action, il n'appartient pas à un parti, ce n'est pas un responsable politique. Donc je défends un homme et je défends l'idée de la liberté d'expression attachée à cet homme. En revanche, il ne faut pas se cacher qu'il y a un certain nombre de responsables politiques. Encore ce matin, M. Ciotti, ex-UMP ou républicain, qui maintenant a créé son parti UDR, qui a fait alliance avec le parti de Mme Le Pen. Il devait poser la question de l'accord franco-algérien de 1968 dans une résolution qui était en passe d'être votée par un très large arc, comprenant le parti de M. Macron, le parti Horizon de M. Édouard Philippe et les deux partis plus à droite. Il l'a retiré pour protéger Boualem. Mais je pense que M. Ciotti... Il l'a retiré pour protéger Boualem Sansal. Oui, pour ne pas mélanger la question des relations
entre les deux États, c'est-à-dire l'accord diplomatique passé entre les deux États, et le sort d'un homme qui doit en principe être gracié le 5 juillet. Mais M. Ciotti et d'autres n'auraient jamais posé la question de l'accord franco-algérien s'il n'y avait pas eu l'incarcération de Boualem. Jamais. Et donc, si Boualem Sansal n'est pas libéré, il se pourrait qu'un certain nombre d'accords seront liés en Algérie et à la France, seront remis en cause, et la crise va se prolonger encore plus grave. Il y aura un écho, ce sera considéré comme une offense à la France, puisqu'il y a eu ces engagements qui nous ont été, disons, retransmis. Et la France, c'est quand même la France. Et donc, on ne peut pas empêcher des réactions politiques. Nous ne nous en mêlons pas, puisque le comité de soutien ne veut ni adhérer ni critiquer la politique étrangère française ou la politique du ministre de l'Intérieur français. Mais il est vrai que vous avez eu, et il faut le savoir quand même, 2 résolutions adoptées à une écrasante majorité au Parlement européen et à l'Assemblée nationale française, y compris d'ailleurs par le groupe socialiste et les Verts au Parlement français, qui sont pourtant, comme vous le savez, le groupe socialiste a mis des drapeaux palestiniens sur son siège, donc ils sont plutôt avec les yeux de Chimène vers tout ce qui est la cause arabe, contre laquelle je ne suis pas d'ailleurs, hein, c'est indépendant, mais cette résolution attire l'attention sur sur les accords qui sont passés avec l'Algérie. Nous avons demandé à Mme Kallas, le comité de soutien, d'assurer la protection consulaire de M. Boualem Sansal, puisqu'il est français, il est donc citoyen européen. En tant que citoyen européen, elle pourrait envoyer, par exemple, un ambassadeur allemand, italien ou de n'importe quelle autre nationalité européenne représentée à Alger. Nous avons demandé aussi, et ça a été repris par l'Assemblée nationale également, une mission médicale, comme l'Europe en a envoyé parfois, y compris pour des prisonniers d'opinion non européens, au nom de la défense des droits de l'homme et de la liberté d'expression. Et nous avons demandé aussi on soit attentif à l'accord d'association Union européenne-Algérie, qui comporte un article 2, très important, qui est un article dit de la conditionnalité, c'est-à-dire qui subordonne le respect par l'Union européenne des facilités de libre-échange, de coopération scientifique, culturelle et technologique avec l'Algérie au respect des droits fondamentaux. Et comme je le disais tout à l'heure, le droit fondamental number 1, c'est la liberté d'expression, le bien le plus précieux de l'homme et donc également de la femme. Honnêtement, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite des événements, pour le sort de Boualem Sansal? Est-ce que vous y croyez au fond de vous-même à sa libération d'ici le 5 juillet? Le verdict, c'est le 1er juillet. Vous vous attendez à quoi? Honnêtement, votre appréciation purement personnelle, vous l'avez dit, vous ne faites pas de politique, mais vous avez connu les politiques, vous êtes très impliqué dans ce dossier-là, vous avez reçu des assurances, des informations. D'ailleurs, une question, il n'y a jamais eu de contact avec les autorités algériennes? Aucun émissaire algérien ne vous a approché? Jamais. Aucun officiel, non officiel, personne? Personne. Personne d'autre? Personne. Alors qu'on a eu contact avec le ministre des Affaires étrangères, avec l'Élysée, avec le ministre de l'Intérieur, avec les députés, les sénateurs, puisqu'il y a 2/3 du Sénat qui ont adhéré au comité de soutien, y compris jusqu'à la gauche. On a le président de l'Assemblée et le président de l'Assemblée nationale et la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Et le président du Sénat est venu à pied du Sénat à l'Assemblée nationale où on avait fait une manifestation. J'ai jamais vu ça de ma vie. Une manifestation avec les 2 présidents des assemblées pour la libération de Boualem Sansal. Il n'y a jamais eu en France une mobilisation à aussi haut niveau dans l'histoire de France. Justement, qu'est-ce qui explique cette mobilisation? Parce que, alors, du point de vue algérien, on ne comprend rien. Alors, il faut savoir que Boualem Sansal, il est malheureusement très mal lu. Enfin, malheureusement pour ses... Il n'est pas aimé là-bas. Il n'est pas du tout aimé, il est très mal aimé, il est très mal lu, etc. Mais les Algériens, beaucoup d'Algériens et d'Algériens ne comprennent pas pourquoi la France tient absolument à Boualem Sansal. Vous avez parlé tout à l'heure de combat intellectuel, etc.
qu'est-ce que vous répondrez à celles et ceux qui vous diront, mais il y a d'autres prisonniers? Et en Algérie, il y a eu des détenus, des artistes, et je crois un réalisateur, un cinéaste, qui ont une double nationalité franco-algérienne et qui ont fait de la prison pour lesquels la France ne s'est pas autant mobilisée. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Boualem Sansal, encore une fois? Même si vous avez répondu tout à l'heure indirectement, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi? Est-ce que c'est parce que c'est l'ami des politiques? Il y en a qui disent en Algérie, voilà, c'est l'ami de Retailleau, c'est l'ami de Marine Le Pen, c'est l'ami d'Éric Zemmour. Est-ce que ces connexions... Il est aussi l'ami des socialistes. Hein, Justement, est-ce que ce n'est pas ces connexions avec la classe politique dirigeante en France qui expliquent aussi qu'il a un statut spécial? D'abord, bon, c'est un intellectuel. Alors vous avez raison, il y avait ce cinéaste, mais surtout... Il a eu beaucoup de prix littéraires. Et puis surtout, il a ce qui est dans la mémoire collective française, du fait de la colonisation, il a cette double culture. Il a cette culture des deux rives de la Méditerranée. Il a cette langue extrêmement chaude. Et il a aussi cette expérience de ce qui est quand même la crainte de toute démocratie, de la guerre civile. Il a cette expérience du vécu qui nous parle. Parce que nous avons vécu, enfin pas moi, parce que je suis née après la guerre, mais nos ancêtres ont vécu une forme de guerre civile qui était la collaboration avec le nazisme. Et donc, nous, on a vécu des choses très très lourdes. Et voilà cet écrivain qui a été meurtri, qui est un haut fonctionnaire algérien, qui est vraiment algérien. D'ailleurs, on lui dit, vous n'êtes pas reconnaissant. C'est être au contraire reconnaissant de comprendre la souffrance que peut représenter une guerre civile dans un pays. Et il représente pour nous ce pont entre les deux cultures. Alors, il alerte sur les dangers de l'islamisation, mais ça, il a tout à fait le droit de le faire, puisque nous aussi, en France, on a quand même le problème d'une certaine violence islamiste. Et donc, il nous parle. Il parle à notre cœur, il parle à notre culture, et pour nous, il représente un tout petit peu le Voltaire, cette espèce d'autodérision. Et moi, ce qui m'a paru absolument lunaire, c'est qu'on lui reproche des tweets humoristiques avec un diplomate français. C'est pas des tweets, justement. J'allais vous poser la des question. SMS. Des échanges sur WhatsApp, des échanges privés. Des échanges. Ils n'ont jamais été rendus publics, c'est important de souligner. Alors, justement, je profite de votre présence. Ancienne magistrate, quand même, avocate. A-t-on le droit? Est-ce qu'il y a un principe de droit? Est-ce qu'il y a un pays à travers le monde qui peut nous juger pour un échange intime, personnel, entre deux personnes? Par exemple, moi, je vous envoie un SMS ou même pas. WhatsApp, c'est crypté encore. C'est même pas ça. C'est crypté. C'est-à-dire, on ne peut pas lire normalement. Est-ce que les échanges privés peuvent permettre des poursuites judiciaires? Est-ce qu'on peut incriminer des gens sur la base d'échanges complètement privés, quelle que soit la nature des échanges privés? Si vous avez le terrorisme, etc., après on peut regarder, mais il faut un juge, il faut qu'il y ait des charges, danger de mort, etc. Mais on ne peut pas incriminer quelqu'un parce qu'il a fait une plaisanterie. Il y a un bouquin, il y a un livre que je vous recommande, que j'ai lu il y a des décennies, qui s'appelle La plaisanterie, d'un auteur tchèque qui s'appelle Milan Kundera. Grand écrivain, Milan Kundera. Un très grand écrivain qui avait acquis la nationalité française et qui est mort en France et qui a vécu en France. Et ce bouquin est formidable. Et moi, je le conseille à la présidente du tribunal de la Cour d'appel d'Alger, qui peut-être n'a pas réalisé le caractère absolument incongru, mais scandaleux de sa question. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un étudiant qui n'est pas du tout anticommuniste. Et il fait une plaisanterie. Il envoie une carte postale à sa petite amie, c'est une plaisanterie, je ne me souviens plus de quelle plaisanterie. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte du goulag. C'est-à-dire qu'un pouvoir qui ne comprend pas l'humour, qui ne comprend pas la dérision, est finalement un pouvoir qui renonce à lui-même, qui renonce à comprendre que l'être humain a besoin de ce recul par rapport à soi. Un pouvoir inhumain, vous voulez dire? Oui. Un pouvoir inhumain? Est-ce que le pouvoir algérien pourrait vous paraître comme inhumain? Je sais que vous ne faites pas de politique, mais j'aimerais bien avoir votre perception. Oui, un pouvoir inhumain. Voilà. Quelle est votre perception actuellement du pouvoir algérien? La cruauté. Parce que cet écrivain a 80 ans, il est sans défense, il est seul, il ne peut même pas, puisque aucun de ses avocats français n'ont eu leur visa. Il voit sa femme une fois tous les 15 jours. Enfin, il ne la voit même pas tous les jours.
il n'a aucun contact avec l'extérieur, il ne sait même peut-être pas qu'on existe, nous, et qu'on fait cette émission. C'est un homme seul. On lui a retiré son avocat, en fait. On lui a demandé de changer d'avocat, donc évidemment, parce que, soi-disant, il était juif, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, c'est complètement absurde. C'est un homme qui est seul face à un pouvoir politique qui exerce une cruauté qui ne peut pas convaincre. Il n'y a absolument aucune possibilité de convaincre que ce qui est fait vis-à-vis de Boualem Sansal a quelque raison, a quelque sens que ce soit. Alors, justement, Madame Lenoir, ce pouvoir que vous qualifiez de cruel, il a quand même beaucoup d'amis en France. Et les relations entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron étaient excellentes. Ils s'appelaient des amis. La visite d'Emmanuel Macron à Alger en août 2022 était grandiose. Abdelmadjid Tebboune était invité à venir en France et à Paris juste avant les élections présidentielles. Ça a été interprété comme un soutien de la France à son deuxième mandat. Il y a eu la campagne du deuxième mandat pour le deuxième mandat de Tebboune en France, avec l'implication d'institutions françaises comme la Grande Mosquée de Paris. Alors, si ce pouvoir est cruel, pourquoi les politiques français continuent à le fréquenter, à le choyer, à tisser? Je sais que vous ne faites pas de politique, mais quand même, vous avez été ancien ministre, vous connaissez la politique, ancien ministre des Affaires européennes, c'est comme de la diplomatie. Est-ce que la logique diplomatique peut justifier que pour défendre les intérêts français, on doit traiter avec tout le monde, être ami avec tout le monde? Alors, c'est une question très difficile, et pour être parfaitement franche, je n'ai pas la réponse. Je me souviens simplement, j'ai été ministre de Chirac. Je me souviens simplement que lorsqu'il y a eu ce match France-Algérie, où le drapeau et l'hymne français ont été hués, même si Chirac était l'ami de l'Algérie, il était avant tout le président de la République française, et il est sorti. Et il a considéré que c'était inadmissible. Pour moi, je ne comprends pas. Je comprends qu'on cherche évidemment des relations équilibrées, normales et si possible amicales avec l'Algérie, quel que soit le passé, parce qu'on ne va pas regarder dans le rétroviseur toute la journée. Même à mon âge, je ne regarde pas tous les jours dans le rétroviseur. Et je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que, à la fois, je ne comprends pas que ces gestes d'apaisement soient faits dans le contexte, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de réponse de la part du pouvoir algérien. Donc je ne sais pas ce que cherche, je sais à peu près ce que cherche la France. Est-ce que c'est efficace? Non. Et je ne sais pas ce que cherche le pouvoir algérien. Qu'est-ce qu'elle cherche la France, justement? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cherche la France? Parce que nous, ce que cherche le pouvoir algérien, nous aussi on a du mal à le comprendre, mais qu'est-ce que cherche la France aussi? La France, elle veut quoi de l'Algérie? Elle veut une amitié basée juste sur les laissez-passer consulaires pour expulser les migrants dangereux. Elle veut une amitié basée sur les intérêts économiques. Elle veut une amitié basée sur la mémoire collective et les intérêts historiques ou sur le partage d'un patrimoine linguistique commun. Que veut aussi la France de l'Algérie? Je pense que ce qui serait dans l'intérêt des deux populations, parce que les responsables politiques, ils ont un très grand rôle, mais c'est quand même pas eux qui sont au cœur du sujet. Ce qui est au cœur du sujet, ce sont les peuples au nom desquels ils agissent. Je trouve que cette crise que vous avez qualifiée d'inédite et qui est historique, dans le mauvais sens du terme, ça restera dans l'histoire autant que l'histoire de la colonisation, même peut-être plus. Parce que la colonisation, c'est une époque qui est considérée comme regrettable, qui était quand même l'œuvre de la gauche, il faut le dire, Jules Ferry, Gambetta, Delcassé, etc. C'est une époque. De même qu'à une époque, les femmes n'avaient aucun rôle et que maintenant, on a des droits égaux et je trouve ça très bien. Mais là, je pense que les historiens auront les mêmes interrogations que nous deux, c'est-à-dire qu'ils ne comprendront pas pourquoi il y a eu cette espèce de spirale d'agressivité qui s'est développée, alors que l'intérêt objectif des deux peuples, même si les pouvoirs sont différents, même si les objectifs internes, de politique interne sont différents, je ne vois absolument pas l'intérêt de cette crise. Et je ne vois absolument pas l'intérêt de prendre comme otage un monsieur de 80 ans qui a un cancer, parce que sachant que si ça se passe mal, là, ça restera... ce sera un point de non-retour. Alors, justement, avant de parler, j'allais poser une question dans ce sens-là, mais une question quand même pas gênante, mais c'est une question on me l'a toujours posée à moi et j'aimerais vous la poser à vous.
est-ce que sur la proximité ou sur l'implication plutôt dans le combat pour la libération de Boualem Sansal de certaines figures de l'extrême droite française, de ce qui est appelé l'extrême droite française. Et beaucoup d'analystes, d'observateurs disent que ça dessert la cause de Boualem Sansal. Autrement dit, le fait que Marine Le Pen en parle, le fait que Éric Zemmour en parle, Éric Ciotti qui n'est pas d'extrême droite mais qui est aujourd'hui classé d'extrême droite, est-ce que ça n'a pas discrédité un peu le combat, selon votre point de vue, pour la libération de Boualem Sansal? Alors, vous savez, aujourd'hui, si vous n'êtes pas d'accord avec M. Mélenchon, vous êtes d'extrême droite. Donc l'extrême droite, c'est devenu... Vous savez, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, etc., pour moi, il n'y avait que Jean-Paul Sartre, intellectuel d'extrême gauche, et on disait c'est un facho. Alors Raymond Aron, c'était un facho, Albert Camus, c'était un facho. Quand on a 14 ans, vous savez, on aime bien être binaire. Il y a les bons et il y a les méchants. Alors maintenant, tout le monde est d'extrême droite. Je pense que c'est totalement instrumentalisé. Pour moi, tous ceux qui sont pour Boualem Sansal sont du bon côté de l'histoire. Et je ne vais pas leur demander leur carte de parti ou leur carte syndicale. Donc tout ça, c'est du blabla politique, c'est de l'instrumentalisation. Et je crois que si ça continue comme ça, c'est malheureusement au détriment de nos deux peuples que ça va continuer. Parce que je ne vois pas l'intérêt ni économique ni politique. Parce que derrière, vous avez aussi des pays européens qui ne vont pas accepter ce positionnement. L'Allemagne est très mobilisée. L'Allemagne, moi je suis invitée sur les plateaux de télé allemandes, l'Allemagne est très mobilisée pour Boualem Sansal. C'est un très grand écrivain en Allemagne. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une médiation allemande qui aurait été... Est-ce qu'on a entendu des informations qui affirmeraient que les autorités allemandes auraient proposé une médiation dans l'affaire de Boualem Sansal? J'ai eu les mêmes échos, mais je suis absolument incapable, comme pour l'Italie également, comme pour l'Europe également, je suis absolument incapable de confirmer ou d'infirmer, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'au niveau européen, il y a beaucoup d'émotions. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre comité de soutien où nous sommes, c'est que des décideurs, 1500, plus de 1500, 1600 maintenant, il y a 20 nationalités différentes. Il y a des Irlandais, il y a des Anglais, il y a des Portugais, il y a des Espagnols, il y a l'Amérique du Sud. Les intellectuels en Amérique du Sud sont très mobilisés, extrêmement mobilisés. Parce que pour eux, évidemment, les écrivains, c'est aussi très important. Quels sont les outils de pression, les moyens de pression qui restent encore à la disposition des partisans ou des défenseurs de Boualem Sansal pour essayer d'obtenir sa libération si au-delà du 5 juillet, il n'a pas été libéré? L'Europe. C'est-à-dire? Vous avez une résolution du Parlement européen. Il n'y a que Mme Rima Hassan qui ne l'a pas approuvée, mais elle nous a fait d'une certaine manière un peu de publicité parce que ça a tellement ému et scandalisé un certain nombre de gens que c'était dans tous les journaux. Donc elle a donné beaucoup d'importance à cette résolution. Je crois beaucoup dans la voie européenne parce que l'Europe se targue d'être le fer de lance de la défense des droits de l'homme et des droits fondamentaux et donc de la liberté d'expression. Il faut observer que cette résolution, il y a beaucoup, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de prisonniers d'opinion. Et là, en quelques jours, cette résolution pour la libération de Boualem Sansal, adoptée en janvier, a été déposée, a été votée à une large majorité. Je crois beaucoup dans la voie européenne. C'est le Parlement, mais ce n'est pas l'exécutif. L'Europe est un peu compliquée, on ne va pas en parler, et le Parlement européen n'est pas souverain. C'est la Commission européenne qui dirige. Est-ce que la Commission européenne est pour autant mobilisée sur cette question? Alors, on a déposé une plainte contre Mme Kallas, la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union européenne. Et on va voir ce que ça donne. En tous les cas, nous, on est le comité de soutien, donc ce qu'on fait, on soutient. Et on va continuer. Et pour l'instant, on a mis une petite pause jusqu'au 5 juillet. Moi, j'ai toujours espoir. On n'a pas du tout de choix que de ne pas avoir espoir. Je pense que ça devrait se faire. Mais si ça ne se fait pas, eh bien, on a d'autres outils dont je vous parlerai peut-être lors d'une autre interview, mais pas ce soir. Est-ce que vous craignez pour la vie de Boualem Sansal? Bien sûr. Et si par malheur Boualem Sansal décède dans des conditions carcérales très dures pour son âge et pour sa santé, est-ce qu'on aura un scandale international qui pourrait bien sûr. jeter l'opprobre sur le régime algérien? Je pense que là, sans être évidemment dans le cerveau de nos dirigeants actuels en France, je pense qu'il y aura quelque chose de très grave qui va se passer. Mais je ne pense pas que ce soit l'intérêt du gouvernement algérien. En tous les cas,
j'espère quand même qu'il y a un tout petit peu de rationalité dans la politique, dans le cerveau des politiques. Un petit peu de rationalité, un tout petit peu de rationalité si on met de côté l'humanité. Alors, si M. Tebboune vous regarde là un instant, il a l'habitude de nous regarder, ça je le sais, quel serait le message que vous auriez envie de lui transmettre? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là? Je lui dis qu'un chef d'État doit prendre des décisions. C'est son rôle. Ici, il a fait de l'incarcération de Boualem Sansal un sujet politique international. D'ailleurs, notre comité de soutien s'appelle International. Quand on a la force de son côté, on ne s'attaque pas aux faibles. Et je considère qu'un écrivain de 80 ans qui est malade, qui est atteint d'un cancer et à qui on reproche, comme la présidente du tribunal, d'avoir écrit des choses qui ne plaisent pas, qui ne sont pas contre l'Algérie, qui sont contre une certaine forme de violence, c'est des choses qui ne plaisent pas, eh bien, si vraiment il a confiance en lui, si vraiment il veut affirmer son autorité et que l'armée, qui aussi a son rôle à jouer, d'après ce que je comprends en Algérie, est une armée qui est confiante en elle-même, on ne s'attaque pas à un écrivain, un type qui fait quoi? Qui prend une plume et son stylo, on ne s'attaque pas à ça. Sans ça, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas sûr de soi. Merci beaucoup, Madame Noël Lenoir, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette discussion enrichissante et ce débat. Merci pour cet éclairage et j'espère vous rencontrer une prochaine fois pour annoncer de meilleures bonnes nouvelles. Merci beaucoup à vous. C'était donc une mise au point, un débat sincère et direct sur l'affaire de Boualem Sansal. On peut ne pas l'aimer, Boualem Sansal, on peut ne le détester, mais je pense que personne d'entre nous ne pourrait lui souhaiter de rester en chronoprison. Nul n'a le droit d'emprisonner une personne pour ses opinions. L'Algérie sortira grandi de cette histoire, je pense, si Boualem Sansal, d'ici le 5 juillet, sortira libre et sain et sauf. D'ici là, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Le débat se poursuit sur les différents supports d'Algérie. À la prochaine.